Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Bon, aujourd'hui, on va essayer de présenter un cours, une séance intégrale relative au droit des marchés publics à la lumière du décret du 20 mars 2013. Bon, on va essayer à travers le cours qu'on va présenter aujourd'hui d'essayer de toucher tous les côtés et tous les axes relatifs au droit des marchés publics. Mais avant d'entrer dans le détail du droit des marchés publics, il s'avère d'une manière nécessaire de présenter quelques définitions et quelques concepts qui soulèvent toujours des difficultés relatives à la définition et la complexité de leurs notions, à savoir le contrat administratif. Comme vous savez, et comme vous avez étudié bien sûr la notion des contrats administratifs, la notion des contrats administratifs bien sûr présente toujours des difficultés et bien sûr, contrairement au contrat de droit civil, quand on parle de contrat de droit civil, le contrat de droit civil, elle est défini par le législateur, bien sûr, par les obligations du contrat, mais le problème qui soulève toujours le contrat administratif, c'est le problème de la définition. Bon, la doctrine, elle a essayé de présenter des critères de définition et ou bien des critères d'identification, à savoir la clause exorbitante et l'un des co-contractants signataires du contrat administratif, et que le contrat doit être intimement lié au service public. Bien sûr, le contrat de marché public est un contrat qui est assimilé à un contrat administratif, puisque toutes les clauses bien sûr mentionnées s'appliquent et se rassemblent dans le contrat du marché public, à savoir la clause exorbitante, le maître d'ouvrage, comme elle est définie, bien sûr, par le décret de 20 mars, c'est-à-dire la personne publique qui représente l'administration, et toujours le contrat de marché public, il est lié pour satisfaire un besoin d'intérêt général ou bien pour satisfaire un besoin collectif, à savoir le service public. D'autres difficultés, bien sûr, pour mieux comprendre le contrat de marché public, il s'avère nécessaire aussi de la comparer avec des notions voisines, à savoir le contrat de gestion déléguée et le contrat de partenariat public-privé. Puisque les deux types de contrats, à savoir la gestion déléguée et le partenariat public-privé aussi, sont des contrats administratifs puisqu'ils sont liés pour la satisfaction d'un besoin collectif et en même temps sont liés par en même temps, bien sûr, ils contiennent une clause exorbitante, ils sont signés par une personne de droit public. Mais malgré ça, vu l'importance du marché public, le législateur, bien sûr, elle a essayé de réglementer ce type de contrat par une législation spéciale. Bien sûr, c'est pour mieux comprendre aussi le cadre historique de la législation relative au marché public. Bien sûr, le premier décret qui réglemente les marchés publics, bien sûr, c'était en 65, en passant par le décret de 76, en passant par le décret de 30 décembre 98, après le 5 février 2007 et après le 20 mars 2013. Bien sûr, c'est le récit chronologique ou bien le récit historique c'est-à-dire le récit historique qui a marqué la législation relative au marché public. Bien sûr, avant d'entrer dans l'explication d'un contrat de marché public, comme je viens de le dire, il faut bien saisir la notion de contrat de marché public et la notion de service public. Ce sont deux notions qui sont intimement liées et qui relèvent toujours des difficultés de définition. C'est-à-dire, c'est très difficile de définir un contrat, est-ce qu'il est un contrat administratif ou pas. Bien sûr, en cas de litige, on saisit le juge administratif qui joue toujours un rôle prépondérant dans l'accompagnement des notions de droit public. Et que vous savez que le droit public, que le droit administratif, c'est un droit jurisprudentiel. Et le juge administratif, il a
joué un rôle prépondérant dans la cristallisation de la substance du droit administratif ou bien de la règle juridique en droit administratif, vu son rôle créateur de la règle en droit administratif. La même chose pour les services publics. Le service public, il connaît une évolution, en commençant bien sûr par l'évolution historique depuis son apparition c'est après l'arrêt de Blanco et en passant par les arrêts et aussi la participation, sans oublier l'opposition doctrinale de point de vue historique qui était entre l'école de Bordeaux et l'école de Toulouse. Après, il y a la conciliation jurisprudentielle qui a été jouée à l'époque par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, bien sûr, il a essayé d'accompagner la notion de service public. C'est-à-dire il y a la notion classique, après il y a une évolution classique du service public, c'est-à-dire en passant parce que le service public, à son tour, il connaît une évolution parce qu'il est fondé sur la notion d'utilité publique. Et la notion d'utilité publique, c'est une notion qui est très difficile à utiliser. Bon, bref, les deux notions, le service public et les contrats administratifs, sont intimement liés, parce que le contrat, comme je viens de présenter la première définition, c'est très difficile de présenter une définition d'un contrat administratif, et c'est très difficile de présenter une définition, c'est-à-dire faire des services publics. Voilà les difficultés que présente, premièrement, la notion du contrat administratif et la notion du service public. Bon, comme je viens de dire aussi que, vu l'importance des contrats du marché public, le législateur, bien sûr, il a légiféré les marchés publics par une législation spéciale. À savoir, comme on vient de citer le cadre historique de législation du marché public en matière de marché public, c'est-à-dire qu'on a commencé par 65, mais on a jusqu'à présent le décret qui est en vigueur, c'est le 20 mars 2013. Mais un point très important, il faut tracer une limite entre deux périodes, c'est-à-dire en commençant par la deuxième période de législation, à savoir le 30 décembre 1998 et après le 5 février 2017, après le 20 mars 2013. Au moment de 30 décembre 2013, l'apparition des décrets de 30 décembre 1998, on a senti que le législateur marocain a essayé d'introduire pour la première fois ce qu'on appelle les règles de gouvernance. Les règles de gouvernance qui encadrent l'achat public, à savoir la liberté d'accès à la commande publique et la libre concurrence et la protection des droits des soumissionnaires. Bien sûr, et la protection des droits soumissionnaires et l'égalité d'accès à la commande publique. Bon, ces règles, bien sûr, qui encadrent l'achat public. Bon, on va essayer, d'après ce qui suit, on va essayer dans quelle mesure le législateur ou bien les praticiens ou bien l'exécution des marchés publics, c'est-à-dire le maître d'ouvrage et les intervenants au niveau en matière de la commande publique essaient de respecter ces règles de gouvernance, à savoir la transparence et l'égalité d'accès à la commande publique et la concurrence et la protection des droits des soumissionnaires. Et aussi, il y a un autre élément qui vient de s'ajouter, c'est la protection, bien sûr, de l'environnement. Bien sûr, avant, ou bien après, bien sûr, d'entrer directement dans la notion des marchés publics, bien sûr, ces règles de gouvernance, il faut signaler que ces règles de gouvernance que je viens de citer, qui viennent de paraître la première fois en 1998, connaissent certaines limites dans leur application qu'on va voir. Mais ces règles qui étaient apportées pour la première fois par le décret de 30 décembre 1998, elles étaient confirmées par le décret de 5 février 2007. Mais de 5 février 2007 à 2013, il y a un événement qui vient, c'est bien sûr, il y a au niveau législatif, le Maroc il a connu une réforme législative, à savoir la Constitution de 2011. La Constitution de 2011, bien sûr, qu'on connaît tout le monde, bien sûr, il a apporté plusieurs principes et plusieurs droits, il a constitutionnalisé plusieurs droits, plusieurs principes, plusieurs libertés. Chose qui a donné, ou qui a fait obligation pour le législateur d'intervenir dans tous les domaines pour aligner et pour ajuster l'arsenal juridique
à la Constitution de 2011. Chose qui a répercuté positivement et qui a donné naissance au décret de 20 mars 2013, qui a, bien sûr, qui a aligné plusieurs droits et plusieurs règles de gouvernance avec la Constitution 2011, comme on va voir. Bon, c'est une introduction, bien sûr, elle était nécessaire pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par droit, par un marché public, et quelles sont les difficultés, où résident les difficultés de saisir d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un marché public. Bien sûr, si on va se référer à la définition qui est présentée par le législateur, le marché public, c'est un contrat qui est conclu entre un maître d'ouvrage et un fournisseur, un prestataire de service pour exécuter ou bien, c'est-à-dire en fonction de la définition qui était présentée par le décret de 20 mars 2013. Aussi, le législateur, il a ajouté une autre définition dans l'article 13 de 20 mars 2013. Il a dit que le contrat de marché est un contrat écrit et que les cahiers de charges, c'est-à-dire montrent l'exécution. Montre son exécution, c'est-à-dire il y a la conclusion, il y a l'exécution. Quand on parle des marchés, des cahiers de charges, par exemple l'article 13 il a dit que les contrats des marchés sont des contrats écrits et que les cahiers de charges. Ici on doit répartir, on doit diviser les cahiers de charges en deux types de cahiers de charges. Il y a le CCAGT et le CCAGMO. Qu'est-ce qu'on entend par un CCAGT? C'est le cahier de clause administrative générale appliqué sur les marchés des travaux. Et le CCAGMO, c'est le cahier des clauses administratives générales appliqué sur les marchés des études et la maîtrise des œuvres. Ces cahiers de charges, ils ont un aspect réglementaire parce qu'ils sont approuvés par un décret, alors ils ont la même force que le décret, ils sont appliqués comme la loi. Mais il y a d'autres types, bien sûr, des marchés, des cahiers de charges qui sont élaborés par le maître d'ouvrage. On va voir par exemple le CPS. Le CPS, c'est le cahier de prescription spéciale. Elle est préparée par le maître d'ouvrage quand il, bien sûr, en cas de préparation, c'est-à-dire de lancer un appel d'offres. Bien sûr, il y a des documents qui sont préparés par le maître d'ouvrage qu'on va le détailler après. Maintenant, on va essayer d'entrer directement sur la notion, sur la classification des marchés publics pour mieux comprendre et pour mieux décortiquer cette notion des marchés publics. Bon, on va présenter quelques critères de classification. On va présenter ces classifications pour saisir la notion des marchés. Alors, le premier critère, on peut classer les marchés publics d'après le premier critère. Alors, le premier critère, c'est quoi? C'est le mode de passation. Alors, c'est pas tous les marchés publics sont passés de la même mode. Alors, le premier mode qui est connu, on voit, il y a le respect total des principes de la gouvernance, à savoir l'appel d'offres ouvert. Qu'est-ce qu'on entend par un appel d'offres ouvert? Un appel d'offres il est ouvert à tout concurrent qui remplit les conditions qui sont édictées et qui sont limitées par le maître d'ouvrage et par le législateur. Alors, l'appel d'offres ouvert, il est ouvert à tout concurrent, bien sûr, à condition de remplir les conditions qui sont déjà limitées et déjà édictées par le maître d'ouvrage. Quand on parle de maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'administration de la personne publique. C'est lui c'est pas le titulaire du marché, mais le maître d'ouvrage, c'est lui qui représente l'administration. C'est parmi les premiers contractants des marchés publics. Elle est nécessaire puisqu'on ne peut pas concevoir une personne de droit privé qui va signer un marché, à l'exception des personnes privées qui sont chargées de gestion de services publics. Ça, c'est un autre type de gestion qu'on va essayer de le traiter après. Alors, ici, l'appel d'offres ouvert, mais, comme je viens de dire, on voit qu'il y a le respect de tous les principes. La liberté d'accès à la commande publique. Tout le monde, il est libre, mais à condition. Il y a la concurrence. Il faut ouvrir la concurrence d'une manière, c'est-à-dire d'une manière intégrale. Parce que, comme on dit, la non-concurrence tue l'intelligence. Il y a aussi la transparence, c'est-à-dire que l'administration, elle est appelée à faire la publicité avec tous les moyens. C'est pas seulement les journaux. Il y a aujourd'hui le portail des marchés publics. Il y a les avis d'appel d'offres qui peuvent être mentionnés et qui peuvent être publiés par tout type de moyens de publicité. Il y a aussi la protection des droits des concurrents. Ces concurrents qui vont déposer leur candidature,
jouissent d'une protection, mais c'est une protection juridictionnelle, bien sûr, par le juge administratif. Mais avant de saisir la juge administrative, il y a, comme on va voir dans le dernier chapitre, il y a le recours administratif, il y a les modes alternatifs de règlement de litige. Mais s'il n'y a pas, c'est-à-dire si les conquérants ne sont pas satisfaits, alors le juge administratif, étant que juge protecteur des droits et libertés, elle est appelée, elle est interpellée toujours à intervenir pour, bien sûr, protéger ses droits et libertés. L'appel d'offres ouvert connaît certaines restrictions. Alors, quand on passe de l'appel d'offres ouvert, il y a l'appel d'offres avec présélection. Voilà, maintenant on voit qu'il y a certaines restrictions au principe de des règles gouvernementales. Mais ces restrictions sont obligées ou sont imposées par la nécessité des besoins de l'administration. Parce que l'article 5 du décret du 20 mars 2013, qu'est-ce qu'il oblige? Il oblige les administrations à déterminer leurs besoins d'une manière préliminaire, que l'administration doit déterminer d'une manière précise ses besoins. Alors, il y a des besoins qui sont déterminés d'une manière, c'est-à-dire d'une manière préliminaire, mais si la nécessité des besoins oblige que c'est pas tous les concurrents, c'est pas tout le monde peut satisfaire ce besoin, alors l'administration a le droit de faire recours à l'appel d'offres avec présélection. Comment on passe l'appel d'offres avec présélection? C'est en deux étapes. Il y a la présélection qui va être effectuée par une commission de présélection. On va présélectionner premièrement, c'est-à-dire les concurrents qui vont déposer leur candidature. L'appel d'offres aussi, on voit un autre cas de figure, c'est l'appel d'offres restreint. Pourquoi elle est restreinte? Elle est restreinte à un type des entreprises qui sont spécialisées, qui sont appelées à satisfaire d'une manière précise le besoin de l'administration. Mais ces restrictions, bien sûr, sont imposées par le législateur, mais à condition que le montant global du marché ne dépasse pas 1 million de dirhams et que le maître d'ouvrage doit préparer un certificat administratif pour faire voir ou bien démontrer les besoins qui ont poussé l'administration à passer ce type de marché par voie d'appel d'offres restreint. Ça, c'est l'appel d'offres en général qui est divisé en appel d'offres avec présélection, appel d'offres restreint. Il y a ce qu'on appelle le marché négocié. Le marché négocié, bien sûr, avant d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par négocier, parce que une fois on va dire que la commande publique elle est encadrée par une règle de gouvernance, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, la concurrence et la participation de tous les concurrents et la protection des libertés et tout ça. Après, on voit que le législateur il a autorisé à l'administration de passer des marchés de gré à gré, c'est-à-dire par voie négociée. C'est la nécessité de l'administration, parce que quand on parle des besoins de l'administration, il faut définir les besoins de l'administration. Mais vu, c'est-à-dire la gravité, mais vu la violence des principes de gouvernance, le législateur il a autorisé l'administration à passer à ce type de voie, mais à condition, puisque vu qu'il a, bien sûr, il a mentionné même les cas que l'administration peut passer, bien sûr, des marchés par voie négociée. Par exemple, quand il s'agit des marchés qui ont un lien avec la défense nationale, avec la sécurité nationale, avec des événements, bien sûr que l'administration ne peut pas attendre bien que, vu l'importance de la patrie, bien sûr, pour les données qui ont un rapport avec la défense nationale, avec la sécurité nationale, elle n'est pas autorisée à tout le monde de les savoir. À ce moment-là, l'administration a le droit de passer directement à passer des marchés à voie négociée. Il y a aussi un autre monde, ça s'appelle le concours. Le concours, bien sûr, pourquoi le concours? Le concours, c'est une sorte de compétition. Alors, le concours, elle est utilisé comme mode de passation de la commande publique, toujours quand le besoin de l'administration, elle a toujours un aspect architectural, urbanistique, c'est-à-dire on prépare, c'est-à-dire on va organiser une sorte de compétition, une sorte de concours entre, par exemple, les architectes. On a besoin d'avoir une conception architecturale pour construire, bien sûr,
une faculté ou bien une bibliothèque médiathèque, par exemple. D'abord, on doit avoir la conception architecturale, après on va passer à la construction. Malgré aujourd'hui que le décret de 20 mars 2013, il a apporté ce qu'on appelle les prestations architecturales, qu'on va essayer de les traiter séparément. Il y a les prestations architecturales négociées, il y a 3 types de prestations architecturales qu'on va les détailler, c'est bien sûr après. Après, il y a la bande de commande. Bien sûr, la bande de commande, bien sûr, vu que l'administration, vu la complexité et la diversité de ses besoins, parfois il n'a pas le temps de faire, bien sûr, un appel d'offres qui va durer 21 jours, par exemple, dans les appels d'offres, et parfois il peut durer plus de 40 jours quand le montant des marchés passe une grande somme. Alors, il est autorisé, bien sûr, à passer des bons de commande, mais il est dans des conditions, bien sûr, qui sont très strictes. Bon, pour mieux comprendre la bande de commande, il faut aussi revenir un petit peu à l'histoire et poser la grande question, est-ce que la bande de commande est considérée comme un marché public ou pas? Bien sûr, la jurisprudence marocaine, depuis la création de la Chambre administrative de la Cour suprême, à l'époque Cour de cassation actuellement, bien sûr, elle a connu un certain revirement. Parfois, elle a considéré que la bande de commande est un contrat de marché public. Parfois, il a considéré que la bande de commande, c'est un contrat qui est assujetti au droit commun. C'est-à-dire, c'est le juge compétent, c'est le juge de droit commun qui est compétent. Mais, dernièrement, toutes les juridictions administratives, ils ont confirmé, ils ont reconnu la qualité, bien sûr, d'un marché public pour un bon de commande. Mais quelles sont les conditions? Bon, les conditions, bien sûr, on va essayer de les traiter, bien sûr. Au niveau du montant, le montant, il est, bon, pour 200 000 dirhams, qui peut être, bien sûr, relevé jusqu'à 500 000 dirhams, avec une autorisation de ministre compétent et de ministre de Finances. Et pour une année, et pour une seule prestation, et pour un seul sous-ordonnateur. Alors, pour une prestation, mais la difficulté qui soulève le bon de commande aujourd'hui, c'est la question de la prestation. Bien sûr, l'article 16 du décret de 20 mars et 98 du 20 mars aussi, il essaie de donner une définition et aussi il fait le renvoi à l'annexe A. C'est-à-dire qu'il y a un annexe qui contient une liste des prestations qui peut faire objet de la bande de commande. Alors, par exemple, pour un sous-ordonnateur, une fois il veut, bien sûr, passer une prestation par bande de commande, il doit s'assurer que la prestation figure dans la liste qui est qui est dans l'annexe A ou pas. Alors c'était le premier critère de classification. Alors le deuxième critère de classification, c'est-à-dire pour classifier un marché. Alors on a essayé de présenter le premier critère, à savoir le marché, c'est-à-dire ça dépend du voie, en utilisant le premier critère, c'est le mode de passation. Alors maintenant, le deuxième critère, c'est le mode d'exécution. Alors c'est pas tous les marchés qui sont exécutés de la même manière. Alors, le premier critère que je viens, c'est le mode d'exécution. Est-ce que tous les marchés sont exécutés de la même manière? Parce que si on pose la question, on va commencer par l'article 5. L'article 5, le législateur, il a fait obligation pour l'administration de déterminer d'avance ses besoins. Mais l'article 6, il dit par dérogation de l'article 5. C'est-à-dire, il y a une possibilité de dérogation, de délimitation des besoins. C'est-à-dire, l'article 6, il dit que lorsque les prestations ne peuvent pas déterminer d'avance et qu'ils ont un caractère répétitif et prévisionnel, le maître d'ouvrage peut passer un marché cadre. Qu'est-ce qu'on entend par un marché cadre? Un marché cadre, bien sûr, c'est un marché qui est exécuté sous forme de marché cadre, puisque les besoins ne peuvent pas être déterminés par avance,
mais on fixe un minimum et un maximum, à condition que le maximum ne dépasse pas 2 fois le minimum. Et les prestations qui peuvent faire objet d'un marché cadre, elles figurent dans l'annexe A et B. Mais pourquoi l'annexe A et B? Parce que dans un marché cadre, il y a les prestations qui peuvent faire objet et qui figurent dans l'annexe A sont renouvelables pour 3 ans. Et qui figurent dans l'annexe B peuvent exécuter pour 5 ans. C'est-à-dire, pour chaque année, on fait une reconduction du marché cadre. Mais il y a la liquidation du dutaire au niveau des 3 ans et au niveau de 5 ans. La même chose pour les marchés à tranches ou bien reconductibles. C'est-à-dire, il y a certaines ressemblances entre reconductibles et marché cadre. Bien sûr, dans les marchés reconductibles, les prévisions peuvent être définies et limitées d'avance, mais elles ont un aspect répétitif. La même chose, les conditions de la reconduction, bien sûr, elles contiennent une clause de passive reconduction et sont réparties entre 3 ans et 5 ans, et aussi l'annexe A et l'annexe B qui contiennent les prestations qui peuvent faire objet des marchés reconductibles. Il y a aussi un autre type d'exécution du marché, le marché à tranche conditionnelle et les marchés à lotis. Alors, qu'est-ce qu'on entend par à tranche conditionnelle? Un marché qui est réparti en tranches, mais chaque tranche il est conditionné d'avoir les fonds nécessaires. Un marché à lotis, il est en son tour, il est divisé en plusieurs lots, mais ces lots sont bien sûr répartis pour plusieurs entreprises. Ces deux types de marchés à tranche conditionnelle et à lotis, elles étaient légiférées pour encourager le tissu économique et les petites et moyennes entreprises ici nationales. C'était le deuxième critère. Alors le troisième critère, les marchés publics sont classifiés selon le troisième critère, à savoir le prix. Bon, voilà, vu l'importance du prix, parce qu'on ne peut pas concevoir un marché public sans prix, et vu l'importance du prix, le législateur est là encadré le prix avec un encadrement jusqu'au, bien sûr, on parle de la révision des prix, il y a l'arrêt du chef du gouvernement qui réglemente la révision des prix, et le prix, il varie en fonction, bien sûr, du type du marché, et ça dépend de la détermination préliminaire du maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage qui va déterminer comment le marché il va être payé. En se basant sur ce critère, on peut classifier les marchés selon un marché qui est passé avec un prix révisable et un marché à prix global et un marché à prix unitaire et un marché à prix provisoire et un marché à prix mixte. Par exemple, quand on va voir les documents qui doit préparer le maître d'ouvrage, elle prépare quoi? Elle prépare un CPS et un règlement de la consultation. Il y a une déclaration sur l'honneur et un bordereau estimatif des prix. Et aussi, il doit mentionner dans le CPS comment le prix du marché doit être, bien sûr, ou bien comment le marché doit être payé. Est-ce qu'il va être payé avec une clause provisoire, avec un prix révisable, sachant que tous les marchés des travaux sont passés nécessairement par un prix révisable. Et les marchés des études, quand ils dépassent 4 mois, sont nécessairement passés par un prix révisable. Il y a aussi le prix unitaire. Est-ce que le marché va être payé par un prix unitaire? Il y a aussi le prix provisoire, surtout pour les marchés négociés. On va fixer un prix provisoire, donc avec le temps, on va fixer le prix. Après, il y a le dernier critère. Le dernier critère, c'est quoi? Le dernier critère, c'est on peut classer les marchés publics, c'est-à-dire en fonction de son objet. Quel est l'objet du marché? C'est-à-dire qu'il faut se référer toujours à la définition qui a présenté le législateur. Le contrat de marché est un contrat qui est passé par un maître d'ouvrage et un prestataire de service, un conseiller. C'est-à-dire l'objet du marché est toujours la construction, les études, prestations de services, fourniture de services. C'est l'objet. Maintenant, si on va rassembler ces 4 critères qu'on vient de mentionner, on va bien sûr sortir d'une autre définition de marché public. Alors, un marché public qui est conclu par voie de
qui est passé par voie d'appel d'offres avec un prix unitaire, exécutif sauveur de marché cadre qui a objet construction. Ou bien si on va changer aussi et dire, par exemple, j'ai un marché qui est passé par voie d'appel avec présélection, exécutif sauveur, tranche conditionnelle, avec un prix provisoire et qui a pour objet fourniture de service. Voilà les 4 critères, comment on va essayer de présenter le marché, c'est-à-dire en fonction bien sûr de la nature des besoins de l'administration. Parce que si le besoin de l'administration qui est présenté ou bien qui est déterminé d'avance en fonction de l'article 5 du décret de 20 mars 2013, c'est le besoin de l'administration qui nous donne la nature de voie de passation et le mode d'exécution et le prix et l'objet. Bien sûr, sachant que, les marchés publics, bien sûr, en général, connaissent, bien sûr, avec l'exécution, bien sûr, plusieurs difficultés qu'on va essayer de les traiter, qu'on va parler dans le 2e chapitre de la matérialisation, comment se fait cette transparence, à savoir la procédure, c'est-à-dire l'approche procédurale. Comment se fait, quelle est la procédure, c'est-à-dire pour conclure un marché par l'administration. Maintenant, on va essayer d'entamer ce qu'on appelle l'approche procédurale, c'est-à-dire la procédure à suivre. Comment conclure un contrat d'un marché public? Bien sûr, sans reculer deuxième fois à la définition qui est présentée par le législateur. Bon, un contrat conclu par un maître d'ouvrage et un co-contractant. Le co-contractant, c'est toujours une personne de droit privé et peut être aussi une personne de droit public. Mais à ce moment-là, l'administration, quand il pense à conclure un marché et elle a déjà déterminé c'est-à-dire le voie ou bien la voie de passation, on va bien sûr savoir quels sont les documents que l'administration est obligée de les préparer pour préparer un marché ou bien pour lancer un marché ou bien un appel d'offres. Ça dépend de la voie que l'administration a déjà décidé de passer un marché. Alors, l'administration, bien sûr, elle est obligée de préparer un CPS. Qu'est-ce qu'on entend par un CPS? Un CPS, c'est un cahier de prescription spéciale. C'est-à-dire, contrairement au cahier de charge qui figure dans l'article 13 qu'on a mentionné, le législateur il a présenté une autre définition d'un contrat de marché. Il a dit dans l'article 13 que le contrat de marché est un contrat écrit et que les cahiers de charge montrent les conditions de son exécution. C'est-à-dire qu'il y a les cahiers de charge qu'on a dit, le CCAGT pour les marchés de travaux et le CCAGMO pour les marchés des études et les marchés de la maîtrise des œuvres. Ça sont des clauses, ce sont des cahiers de charge qui ont un aspect réglementaire. Mais il y a d'autres types de marchés, à savoir le CPS, c'est-à-dire l'administration doit préparer à chaque fois qu'il pense à passer un marché, il est obligé de préparer un CPS, un cahier de prescription spéciale. Alors, comme son nom l'indique, cahier de prescription spéciale, c'est-à-dire un cahier que l'administration prescrit les besoins d'une manière technique et esthétique et de la continuance, c'est-à-dire que le CPS contient beaucoup des mentions et des notions qui sont relatives aux besoins demandés et qui fait l'objet de l'appel d'offres ou bien l'objet de toutes sortes de marchés. Le deuxième document, c'est le règlement de la consultation. Alors, comme son nom l'indique, c'est un règlement de la consultation. Elle est consultée par qui? Bien sûr, par la commission d'ouverture du prix. On va parler de la compétence et de la formation de la commission d'ouverture du prix. Mais la commission d'ouverture du prix, bien sûr, une fois elle va commencer, bien sûr, à sélectionner, à trier, à étudier les dossiers des concurrents, elle va se référer au règlement de la consultation. C'est-à-dire, le règlement de la consultation comme une feuille de route pour la commission
d'ouverture du prix. Bien sûr, c'est une sorte de transposition de la volonté de maître d'ouvrage. C'est-à-dire le maître d'ouvrage, il veut, c'est-à-dire il essaie de démontrer à travers ce document, c'est-à-dire ses besoins, qu'est-ce qu'il veut exactement. Parce que le maître d'ouvrage, c'est le premier responsable, en fin de compte, à assurer ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est-à-dire qu'il a une mission qui est un peu très difficile, c'est de joindre l'utile à l'agréable. C'est de minimiser le coût et en même temps chercher la qualité des besoins. Et c'est très difficile de faire et de réussir ce mariage. Alors, elle est responsable de dépenser, c'est-à-dire de bien dépenser les dépenses publiques, parce que le marché, bien sûr, on va avoir le contrôle budgétaire des marchés publics, c'est une sorte de dépense. Alors, en même temps, il va chercher, c'est-à-dire la qualité. Alors, comment réussir cette opposition? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'offre économiquement le plus avantageuse. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect économique et il y a le côté avantageux. Alors le troisième document, on a dit le premier le CPS, le deuxième le règlement de la consultation, le troisième document c'est le bordereau estimatif des prix. Alors à travers le bordereau estimatif des prix, on va se référer aussi aux critères du prix. Voilà, c'est pas tous les marchés ne sont pas payés de la même façon. C'est pas tous les marchés payés c'est-à-dire de le même prix. Il y a le prix. Comme on a dit, il y a plusieurs variétés de prix, prix révisable, prix mixte, prix unitaire, provisoire, il y a beaucoup. Alors, dans le bordereau estimatif des prix, le maître d'ouvrage détaille le mode de paiement et la nature des prix, c'est-à-dire du marché, comment il va être payé. Après, il y a un document qui est préparé par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire la déclaration sur le nom. C'est un formulaire qui est préparé par le maître d'ouvrage et qui va être tiré par le concurrent. C'est-à-dire le concurrent, c'est lui qui va remplir ce document et qui va bien sûr mentionner que toutes les déclarations qu'il a fait devant le maître d'ouvrage jouissent d'une véracité et qu'il est responsable en cas de mensonge et en cas de présentation des documents frauduleux ou bien des documents faux. Bien sûr, une fois que le maître d'ouvrage a préparé ces documents, alors la deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait? C'est la transposition de la première règle de gouvernance, à savoir la transparence. Alors, ici, il y a l'appel à la concurrence à travers l'avis à la concurrence. Bien sûr, elle est réglementée par l'article 20 du décret de 20 mars 2013. Bien sûr, comment l'appel d'offres, il vient de paraître dans un journal. Alors, il y a des mentions, bien sûr, qui sont réglementées par l'article 20. Bien sûr, toutes les pièces, le lieu de dépôt, le lieu d'ouverture du pli, l'adresse de maître d'ouvrage, il y a bien sûr toutes sortes de conditions qui doivent figurer, bien sûr, dans l'avis à l'appel à la concurrence, ou bien dans l'avis, bien sûr, quand vous lisez dans un journal, bien sûr, appel d'offres, alors vous allez lire quelles sont les mentions. Ces mentions sont nécessaires. Une fois une mention fait défaut, alors il y a une vice de procédure. Alors la procédure, elle va être annulée et le maître d'ouvrage, il est appelé à refaire la procédure deuxième fois. Alors l'appel d'offres, elle est bien sûr affichée parce que le décret, elle parle de la publicité dans deux journaux, l'une en langue arabe, la deuxième en langue étrangère. Et aussi la publicité bien sûr, dans le portail des marchés publics. Sachant que le législateur, il oblige les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales, toutes les personnes intéressées par les marchés publics, à publier d'avance ou bien dans les 3 premiers mois de chaque année, tout leur programme prévisionnel relatif aux marchés publics dans le portail des marchés publics. Bien sûr, on va savoir est-ce que ces mesures sont respectées par l'administration ou pas. Bon, on va se référer au rapport de la Cour des comptes, on va voir que c'est pas que toujours les administrations respectent ces mesures, mais en fait, quand c'est une mesure de publicité. Bon, voilà comment la publicité, bien sûr, elle est relativement un peu respectée. Alors, l'avis à l'appel à la concurrence, elle est obligatoirement
publié dans 12 journaux et publié dans un portail des marchés publics. Alors, le délai, il y a un délai de 21 jours pour l'appel, pour un appel d'ordre, mais parfois, ce délai de 21 jours est élevé jusqu'aux 40 jours. Mais pour des marchés que le montant, parfois, il dépasse 1 600 000 pour les marchés, je pense, des études, et un autre montant pour les marchés des travaux. Si le montant est d'une grande importance, vu son budget réservé, alors le délai de concurrence, le délai de dépôt, il n'est pas 21 jours, mais il peut aller jusqu'aux 40 jours. Maintenant, une fois ce délai et cette publication elle est faite, maintenant le délai elle est respecté, on va essayer de parler bien sûr de la commission d'ouverture des plis. Alors la commission d'ouverture des plis, on doit savoir d'abord, cette commission diffère, ça dépend des marchés de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales. Bien sûr, il y a une composition pour les marchés d'État et les commissions d'ouverture des plis sont toujours présidées par le maître d'ouvrage et son représentant. Bien sûr, dans les membres, bien sûr, il y a un représentant, un contrôleur, bien sûr, un contrôleur du ministère des Finances. Et pour les établissements publics, et aussi la même chose. Et pour les collectivités territoriales, bien sûr, il y a le maître d'ouvrage, son représentant, il y a aussi le représentant du trésorier général du royaume. Et une fois, par exemple, les montants dépassent quelques montants, il y a bien sûr il y a la présence du ministère de l'Industrie et parfois dans certaines commissions d'ouverture des plis, il y a bien sûr le représentant ou bien le contrôleur de l'État. Bon, une fois cette commission elle est rassemblée, maintenant il va opérer, bien sûr, ou bien il va commencer à exercer ses compétences. Alors, avant d'entamer l'exercice, qu'est-ce qu'il fait la commission d'ouverture des plis? Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, les personnes qui sont concernées par les marchés publics. Alors, les documents, bien sûr, les documents que doivent préparer les concurrents. Alors, on parle d'un maître d'ouvrage, on parle d'un dossier administratif et un dossier technique, et on parle de l'offre financière. Ça sont les documents classiques, mais parfois, on peut ajouter ce qu'on appelle le dossier additif. Et parfois, on parle de l'offre économique, de l'offre technique. Et en fonction de la nécessité et en fonction des caractéristiques du marché. Bon, une fois, c'est-à-dire pour préparer ces documents, alors le concurrent, il est appelé, bien sûr, à tirer, ou bien à retirer les documents préparés par l'administration, c'est-à-dire, ou bien on les télécharger par site de cette administration, vu qu'il y a le principe de la dématérialisation des procédures, c'est-à-dire il peut télécharger le CPS, le règlement de la consultation, le bordereau estimatif des prix et la déclaration sur l'honneur. Et il doit aussi à son tour préparer, pour se contracter avec l'administration, il doit préparer le dossier administratif et le dossier technique. Et l'offre financière. Alors l'offre financière c'est quoi? C'est de remplir, c'est-à-dire le montant qu'il propose pour exécuter le marché en lettres et en chiffres, et il le met dans un pli séparé. Et le premier pli, il contient le dossier administratif et le dossier technique. Après, il y a le dossier additif, si la nécessité du marché l'exige. Après, il y a l'offre technique, c'est-à-dire c'est une proposition par le concurrent à exécuter le marché d'une manière technique, parfois même hors, c'est-à-dire dans une durée qui n'est pas, bien sûr, mentionnée, inférieure à la durée qui était mentionnée par le maître d'ouvrage. Alors, il y a une autre procédure qui est très pointue, qui est très, bien sûr, très intéressante, et qui était à son tour réglementée par le législateur, à savoir le dépôt. Alors, dans les mentions qui sont citées par l'article 20 et qui sont relatives à l'appel à la concurrence,
on dit que le dépôt du pli doit être à l'adresse suivante et le pli doit contenir une mention qui est nécessaire, à savoir que ce pli ne doit être ouvert que par le maître d'ouvrage. C'est-à-dire, cette mention doit, c'est pas par le maître d'ouvrage, mais par le président de la commission d'ouverture du pli. C'est-à-dire, cette mention, il est obligatoire. Chaque pli doit, c'est-à-dire un grand pli qui contient 2 plis ou bien 3 plis, s'il contient 2 plis, un pli qui contient le dossier administratif et technique, le deuxième pli c'est l'offre financière. Parfois il y a le dossier additif et le dossier et l'offre technique. Tous les plis on les met dans un grand pli et on met une mention, bien sûr l'adresse de maître d'ouvrage et on met une mention qui est obligatoire que ce pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'ouverture du pli. Alors une fois le dossier ou bien les plis sont déposés, le délai de 21 jours elle est achevé, parfois 41 jours si le montant si le marché est d'un grand montant. Alors maintenant va commencer la commission d'ouverture du pli. Qu'est-ce qu'il fait la commission d'ouverture du pli? Alors la commission d'ouverture du pli, bien sûr, elle va se réunir pour travailler, bien sûr, au clos. Bien sûr, avant, bien sûr, le président, il va prendre bien sûr les plis qui sont déposés, il va les lister dans une liste, il va faire un appel avant de fermer la porte. S'il y a un concurrent qui n'a pas eu le temps de déposer, il peut déposer sa candidature séance tenante. C'est-à-dire si quelqu'un qui est en retard, qui n'a pas encore déposé sa candidature, dans le délai de 21 jours ou bien 40 jours, on lui ajoute un délai, c'est-à-dire séance tenante. Alors s'il y a une personne, alors on ajoute son dossier. S'il n'y a personne, alors maintenant la commission d'ouverture du pli va entrer et va commencer à exercer ses compétences. Il va commencer l'exercice et l'examen des dossiers. Alors le premier dossier, c'est le dossier administratif et le dossier technique. À ce moment-là, il va éliminer tous les dossiers techniques et le dossier administratif qui ne respectent pas les mentions qui sont citées, ou bien qui ne respectent pas la législation, ou bien qui ont un vice de forme, ou bien n'importe. À ce moment-là, on va faire entrer les concurrents et lire la liste des personnes qui sont évincées, qui sont rejetées par par la commission d'ouverture du pli. Après, la commission va fermer la porte, elle va étudier et examiner l'offre financière. Alors, l'offre financière, une fois on va choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, à ce moment-là, on va aussi ouvrir la porte et faire entrer les concurrents bien sûr, que leur dossier était objet d'examen, et on va annoncer que le dossier de la société X qui était pris par le maître d'ouvrage, par la commission d'ouverture du pli. Alors, la commission d'ouverture du pli, il va établir un PV. Alors, ce PV, bien sûr, il contient le résultat de son travail. Alors, ce résultat, ou bien ce choix de concurrent, oblige le maître d'ouvrage. C'est-à-dire, le maître d'ouvrage, il est obligé, il n'a pas le droit de changer la décision prise par la commission d'ouverture du pli. À ce moment-là, la commission d'ouverture du pli, bien sûr, son travail, elle est terminée. Alors, c'est le maître d'ouvrage qui doit appliquer et qui doit, bien sûr, doit exécuter la décision de la commission d'ouverture du pli. Bien sûr, après, on va voir quelle est la procédure à suivre, mais les concurrents évincés soient rejetés dans la première étape, dans l'étude des dossiers administratifs et techniques, ou bien dans la deuxième étape de l'offre financière, ils ont toujours le droit de porter recours, soit un recours administratif devant un recours administratif gracieux, ou bien un recours administratif hiérarchique, ou bien devant le juge administratif. Mais ce recours-là, bien sûr, n'arrête pas l'action de l'administration. Alors, le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on est maintenant devant un concurrent qui est choisi. Un concurrent qui est choisi, maintenant, il est titulaire du marché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'administration? L'administration, la première des choses, il doit approuver son travail. Il doit approuver le marché, l'approbation, je parle de l'approbation administrative. Mais ici, il y a une nouveauté. Les marchés d'État sont approuvés par le pouvoir hiérarchique.
les marchés des établissements publics, à leur tour, ils sont aussi approuvés par le pouvoir hiérarchique. Mais les marchés des collectivités territoriales, c'est-à-dire après, ou bien avant l'apparition ou bien la promulgation des lois organiques, elles faisaient à l'époque objet d'approbation. Mais actuellement, ce sont ceux, les présidents des collectivités territoriales, qui approuvent leur marché administrativement. Bon, une fois le marché il est approuvé administrativement, après ce moment-là, on passe à l'engagement du marché. L'engagement du marché, c'est-à-dire on engage budgétairement et financièrement le marché devant le contrôleur de l'État, devant, c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire chargée d'exécuter le budget, à savoir le contrôleur financier. C'est-à-dire le contrôleur, bien sûr, financier, il va contrôler, bien sûr, la légitimité et la légalité de la procédure et la véracité du budget. Bien sûr, une fois, bien sûr, ce marché, il est approuvé, il est engagé, bien sûr, il est engagé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la notification du marché au titulaire du marché. Bon, le législateur, il a fixé un délai de 75 jours entre l'approbation du marché, c'est-à-dire à partir de la fin où la commission d'ouverture des plis achève son travail jusqu'à l'approbation du marché. C'est-à-dire, une fois la commission d'ouverture des plis il a achevé son travail, il a délivré le PV au maître d'ouvrage, approbation administrative, engagement, notification du marché au titulaire du marché, toute cette opération doit bien sûr être réalisée dans un délai de 75 jours. Alors en passant le délai de 75 jours, s'il n'y a aucun problème, s'il n'y a aucun vice, alors parce que l'engagement du marché, bien sûr on va essayer de voir ça dans le contrôle budgétaire, le contrôleur du marché, il peut rejeter l'engagement. C'est-à-dire, mais bien sûr, ce rejet, bien sûr, doit être motivé. Soit un rejet, soit un rejet se réserve. C'est-à-dire, le contrôleur doit motiver, bien sûr, son refus ou bien son rejet plutôt. Mais, une fois que cette procédure de 75 jours est achevée, alors le marché est notifié, à ce moment-là, on va passer à conclure le contrat de marché. C'est-à-dire, le contrat de marché doit être conclu par le maître d'ouvrage. Mais qu'est-ce qu'il contient le contrat de marché? Le contrat de marché, comme il a dit, ou bien d'après la définition qui est présentée par l'article 13, le législateur il a dit que le marché est un contrat écrit. Et les cahiers de charges montrent ou bien assure les conditions de son exécution. C'est-à-dire il y a un contrat qui fait référence soit un contrat de marché, un contrat de marché de travaux, elle fait référence pour l'exécution au CCAGT, le cahier des clauses administratives générales appliquées sur les marchés des travaux qui vient de paraître en 2016. S'il s'agit d'un contrat du marché qui a un rapport avec les études, la maîtrise des œuvres ou bien la fourniture, on fait référence au CCAGMO, le cahier de clauses administratives et générales appliqué sur les marchés des études et la maîtrise des œuvres. Malheureusement, qui n'est pas encore ajusté, qui n'est pas renouvelé, il date toujours de l'ancien, c'est-à-dire qu'on applique toujours l'ancien CCAGMO qui date de 2000. Parce que les deux cahiers de charges, ils datent de 2000, mais le gouvernement, il a promulgué dernièrement, c'est-à-dire en 2016, c'est pas dernièrement, ça fait 4 ans, mais après la promulgation des décrets de 20 mars 2013, il a fait certains alignements et certaines révisions de l'arsenal juridique qui a un rapport avec les marchés publics, à savoir le CCAGT, la révision des prix et l'antissement du marché et les intérêts moratoires. Tout cet arsenal juridique qui a un lien avec la commande publique, elle était révisée, elle était ajournée. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore révisé le CCAGMO. On applique toujours le CCAGMO qui bien sûr qui date de l'ancienne législation de 2000. Alors pour bien sûr une fois que le marché est conclu, bien sûr
et qu'elle est approuvée administrativement, l'engagement, le marché elle est engagé, ne porte aucun vice, le marché elle est négocié, elle est notifié, on est devant un titulaire du marché, on va préparer le contrat de marché, alors on a signé le marché, elle est là, le titulaire du marché, ne plus aujourd'hui titulaire du marché maintenant, elle va changer de qualité, elle ne va pas rester titulaire du marché, elle va devenir co-contractant avec l'administration. Pourquoi sa titularisation est co-contractant de l'administration? Pourquoi ce changement de terme? Pourquoi ce changement de qualité? On dit qu'il est titulaire du marché parce que on a commencé par la première appellation. C'était quoi? C'était un concurrent. Un concurrent, tout le monde dit concurrent. Mais on choisit un titulaire du marché, c'est-à-dire la personne qui était choisie par la commission d'ouverture du prix. Mais un titulaire n'est pas encore contractant avec l'administration parce que le contrat des marchés publics n'est pas encore conclu. C'est-à-dire que l'opération contractuelle et les obligations contractuelles commencent d'après la conclusion du contrat. Après la conclusion des contrats, c'est pas une fois que vous êtes titulaire du marché et que l'administration vous a notifié le marché que vous êtes co-contractant. Vous n'avez pas encore sa qualité parce que, en fin de compte, l'administration, en vertu de l'article 40, 41, 42, il peut annuler toutes sortes de marchés puisque le marché n'est pas encore conclu, le contrat n'est pas encore signé, l'ordre de service n'est pas encore donné. Alors, à ce moment-là, vous êtes titulaire du marché. Mais une fois vous avez signé le contrat de marché, maintenant on vous a changé la qualité et vous êtes co-contractant avec l'administration. Vous avez des droits et des obligations et l'administration elle a des prérogatives et aussi elle a des obligations. Attention, on a dit que l'administration n'a pas des droits mais elle a des prérogatives. Les prérogatives accordées à l'administration parce qu'on est devant un contrat administratif qui est lié avec le service public. On ne parle plus des droits de l'administration, contrairement au contrat passé, bien sûr, par l'administration, parce que l'administration ne passe pas selon les contrats du marché public. Parce que si on va référer aussi deuxième fois à l'article 3 des décrets de 20 mars 2013, on va parler d'un titre qui s'appelle dérogation. Qu'est-ce qu'il dit le législateur? Reste hors application de ce décret les contrats de gestion délégués, les partenariats des publics privés et les contrats conclus par l'administration qui sont assujettis au droit commun. C'est-à-dire il y a une liste des prestations qui sont conclues par l'administration et qui ne sont pas assujettis à la législation des marchés publics. Et en cas de litige, c'est le juge de droit commun qui est compétent. Ici, l'administration n'utilise pas les prérogatives, mais elle utilise des droits et des obligations parce qu'il y a le consensualisme qui est respecté, il y a un égalitarisme qui est respecté par l'administration et son contractant. À l'inverse, en contrat de marché public, on parle des prérogatives accordées à l'administration. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'administration? Une fois le contrat il est conclu, alors le contrat il est conclu, alors on doit maintenant poser la question comment l'opération contractuelle se déroule. Maintenant j'ai un marché, je suis co-contractant, j'ai signé le contrat avec l'administration est là, bon voilà j'ai un marché par exemple des travaux, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer? Non, je ne dois pas commencer, parce que l'administration, bien sûr c'est elle qui a les prérogatives. Alors, on va commencer. Quelles sont les prérogatives accordées à l'administration en matière des marchés publics? On ne dit pas les droits, mais on dit les prérogatives. Alors, il a le droit de quoi? De direction. Il a le droit de contrôle. Il a le droit de sanction. Il a le droit de résiliation. Et la résiliation va prendre plusieurs figures. Soit la résiliation pour motif d'intérêt général, soit la résiliation, c'est-à-dire pour la résiliation comme sanction, ou bien parfois il y a la résiliation suite à l'initiative des maîtres d'ouvrage, ou bien il y a la résiliation parfois pour des raisons extra-contractuelles qui ne sont pas nées de la volonté, ni de la volonté de l'administration, ni de la volonté bien sûr de ce contractant. Mais bien sûr, avant d'entamer les prérogatives de l'administration, on va commencer par la partie la plus faible dans l'équation contractuelle, bien dans l'opération contractuelle, à savoir
le co-contractant avec l'administration. Alors le co-contractant avec l'administration, il va exécuter ce contrat dans l'absence du consensualisme, dans l'absence d'un égalitarisme, bien sûr. Et le contrat d'un marché, puisque c'est un contrat qui est lié avec un service public, un contrat où il y a la clause exorbitante, un contrat où l'un des contractants est personne de droit public, alors on est devant un contrat administratif. Alors, il y a un déséquilibre au niveau des droits et des obligations entre l'État et son contractant. Alors, on doit poser la question, quels sont les droits accordés aux contractants avec l'administration? Mais, à mon avis, avant de demander les droits, quelles sont les obligations d'abord? Alors, quelles sont les... On va commencer par quelles sont les obligations qui sont, bien sûr, que le co-contractant avec l'administration doit les respecter. Les obligations, il y a deux types d'obligations. Il y a l'obligation contractuelle, c'est-à-dire que le co-contractant avec l'administration doit exécuter les obligations contractuelles d'une manière personnelle. C'est-à-dire, il ne doit pas céder le contrat de marché à quelqu'un d'autre pour l'exécuter. Mais, bien sûr, ce principe, il connaît certaines dérogations qu'on va voir. C'est-à-dire, le co-contractant avec l'administration, il a le droit de faire la sous-traitance. C'est la première dérogation. La deuxième dérogation dans le cadre des obligations contractuelles, c'est-à-dire que le co-contractant avec l'administration, il peut, c'est-à-dire en cas de son décès, en cas de décès de co-contractant avec l'administration, alors par la force des choses, il y a la résiliation des contrats, parce que l'une des parties, elle est morte, elle est décédée. Mais le législateur, il a exigé une condition pour sauver le contrat du marché. Si les ayants cause, ils vont manifester leur volonté pour terminer, bien sûr, le contrat du marché, alors l'administration, il a un pouvoir, bien sûr, d'appréciation pour continuer l'exécution de contrat de marché avec les ayants cause, c'est-à-dire avec les héritiers. Troisième exception, si le maître d'ouvrage entre de ce qu'on appelle la déconfiture, ou bien la difficulté de l'entreprise. S'il y a une difficulté d'entreprise parce que chaque entreprise, soit de fourniture, ou bien des travaux, ou bien n'importe quel sera son objet, il peut entrer dans le sac de la difficulté d'entreprise. À ce moment-là, bien sûr, il y a une difficulté. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un problème de l'inexécution du contrat de marché. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le contrat, peut-être il ne va pas être exécuté, mais il y a une exception. Le maître d'ouvrage, il peut, par exemple, continuer à exécuter le contrat avec cette entreprise, mais à condition d'avoir le feu vert, une autorisation par le juge de difficulté. Parce que, vous savez, en matière commerciale, le Code de commerce, il a réservé un grand chapitre pour la difficulté d'entreprise. Il y a, bien sûr, le juge de difficulté, c'est lui qui, bien sûr, qui supervise le redressement de l'entreprise, et c'est lui qui est conscient de l'état de santé de l'entreprise. Alors, il va donner l'autorisation et le feu vert à l'administration que cette entreprise, malgré les difficultés, mais ses capacités, ils peuvent exécuter à ce moment-là. Alors, les obligations, c'était les obligations contractuelles. Alors, quelles sont les personnelles? Alors, quelles sont les obligations contractuelles? Alors, les obligations contractuelles sont les obligations qui sont citées dans le contrat du marché, bien sûr dans le CPS, bien sûr le maître d'ouvrage, il dédicte plusieurs obligations contractuelles. Et le CCAGT et le CCAGMO, bien sûr, elles respectent, bien sûr, ils mentionnent plusieurs responsabilités contractuelles. C'est-à-dire, il y a plusieurs responsabilités qui sont réglementées par la loi. Alors, le législateur, le contractant avec l'administration doit obligatoirement respecter les obligations qui sont citées dans le contrat. Parce que un contrat d'un marché, ce n'est pas seulement le contrat qui est signé par c'est pas seulement le document qui est signé par le contrat de marché, par le maître d'ouvrage et le co-contractant. Parce que ce contrat, elle fait référence. Elle fait référence à quoi? Elle fait référence au cahier de charge. Soit le CCAGT ou bien le CCAGMO ou bien le CPS. Bien sûr, toutes les obligations personnelles sont citées et sont réglementées.
Maintenant, on va essayer d'étudier quels sont les droits accordés aux contractants avec l'administration. Alors, comme on dit toujours, vu que le contrat, qu'on est devant un contrat où l'équilibre contractuel n'est pas respecté, vu que l'administration détient des prérogatives, vu que, bien sûr, elle détient des prérogatives qui peuvent aller jusqu'à la résiliation, soit unilatérale ou bien pour motif d'intérêt général, le législateur, d'après le décret du 20 mars et d'après le CCAT et le CCAGMO et d'après plusieurs jugements rendus par la justice administrative, soit en France, soit au Maroc, on a vu comment le juge administratif, même pour le législateur, il a essayé de respecter et de réserver et de préserver les droits, c'est-à-dire réservés aux maîtres, réservés aux contractants avec l'administration. Alors le premier droit c'est quoi? Le premier droit, on va commencer par le droit à la révision des prix. C'est un droit très important. Vu son importance, elle est réglementée par le législateur. Le législateur, d'après tous les décrets des marchés publics, il a donné une importance aux révisions des prix. Même la justice administrative, elle a créé ce qu'on appelle la conception classique, qui est connue, à savoir l'équilibre financier du contrat. C'est-à-dire que le contrat, ou bien le prix du marché, reste par nature un prix qui est aléatoire, qui est relativement lié avec le changement que connaît le marché, soit national, soit international. Alors, on va étudier comment ça passe la révision des prix, soit l'opération arithmétique, soit les indices et les index qui sont préparés par le ministre d'équipement et qui sont publiés trimestriellement dans le portail des marchés publics. Mais ici, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir que ce droit de révision des prix, c'est un droit qui est réservé aux contractants avec l'administration. Alors, parmi les nouveautés que je viens de dire, apportées par le décret de 5 février 2007 et confirmées par le décret de 20 mars 2013, que tous les marchés des travaux sont obligatoirement passés par prix révisable. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de continuer, que le marché doit contenir une clause de révision. Bien sûr, on va essayer de détailler comment ça passe la révision des prix et pourquoi cette révision des prix. Un autre droit, c'est le droit, bien sûr, aux intérêts moratoires. Le droit aux intérêts moratoires. Qu'est-ce qu'on entend par les intérêts moratoires? Les intérêts moratoires, bien sûr, on parle du délai de paiement. Un délai de paiement, bien sûr, s'il y a un retard de paiement, parce que le paiement, comment il se fait? Le paiement, il y a un délai de paiement des acomptes, des comptes plutôt. L'ancienne législation relative au droit des intérêts moratoires, il a fixé le délai de paiement dans un délai de 90 jours. Mais la dernière législation, il a réduit le délai, et là, bien sûr, réduit le délai dans un délai de 60 jours. C'est-à-dire, 60 jours, ça commence d'à partir du service fait. Une fois la personne qui est réservée ou bien qui est nommée par le maître d'ouvrage de certifier ou bien de réceptionner les travaux dans le PV de réception, soit on parle de la réception partielle, une fois il va témoigner que le service fait, on va compter un délai de 60 jours pour la préparation de la compte et l'amendement et le paiement. Cette opération doit être faite dans un délai de 60 jours. Il faut que l'administration ne respecte pas le délai de 60 jours, alors elle va payer les intérêts moratoires pour le co-contractant. Parce que l'administration n'a pas le pouvoir de payer
les décomptes au moment où il veut, bien sûr, pour protéger les droits de ce contractant, alors pour éviter aussi ce qu'on appelle l'inflation budgétaire, ou bien l'inflation financière. Parce que, une fois j'ai un décompte qui a pour montant 3 ou bien 5 millions de dirhams, je ne peux pas attendre plus que 60 jours, parce que moi j'ai des obligations. Une fois on va dépasser 60 jours, tu vas me payer dans un délai de 6 mois, j'aurai des problèmes. Alors, l'administration, il paye des intérêts. C'est pas des sanctions, mais des intérêts. Mais ces intérêts moratoires, bien sûr, ils sont préparés ou ils sont calculés en fonction d'une manière arithmétique selon une équation. Bien sûr, si on aura le temps, on va vous démontrer comment on prépare, comment on calcule les intérêts moratoires. Ça dépend, c'est-à-dire en fonction de l'opération arithmétique. Alors, un autre droit, si, comme on a dit, bien sûr, les obligations personnelles, que le contracteur avec l'administration, il a l'obligation d'exécuter personnellement ses obligations contractuelles. Mais ce principe, il connaît certaines dérogations. Parmi la première dérogation, c'est qu'il a le droit à la sous-traitance, c'est-à-dire de passer des contrats de sous-traitance avec d'autres fournisseurs ou bien d'autres entreprises. Bien sûr, le droit à la sous-traitance, il est réglementé par la loi. C'est-à-dire que le co-contractant avec l'administration, par exemple, prenons l'exemple des marchés des travaux, il a le droit de passer des contrats de sous-traitance, mais à condition que les contrats ne dépassent pas 50% de la masse des travaux et que la nature des travaux, bien sûr, ne contient pas la consistance de la masse des travaux. C'est-à-dire, pour vous expliquer bien, c'est-à-dire une entreprise qui a pris un marché d'une construction, par exemple, comme un amphithéâtre, comme celui-là, alors, il a le droit de passer des contrats de sous-traitance avec un électricien ou bien avec un menuisier pour préparer les sièges, pour préparer les bureaux, avec quelqu'un du câblage, c'est-à-dire les travaux qui c'est-à-dire que ne contient pas, bien sûr, la base du marché, mais à condition de ne pas, bien sûr, de ne pas dépasser 50% de la masse du travail. Alors, il a aussi le droit, un autre droit qui est un droit qui est très important, il a le droit à anéantir le marché. Ce droit d'anentissement du marché, c'est un droit très dangereux. C'est très difficile de présenter ou bien d'anéantir un marché devant les institutions bancaires pour avoir un crédit. Mais malgré ça, le législateur, vu l'importance du nantissement du marché, il était réglementé par l'ancien DAIR de 48. Mais aujourd'hui, elle est réglementée par un nouveau DAIR de, je pense, 13, quelque chose comme ça, mais un DAIR qui fait le renvoi, bien sûr, au DAIR des obligations et contrats, et que même le décret du 20 mars, là aussi, il y a le DAIR relatif au nantissement du marché, bien sûr, et là, mis la possibilité de présenter ou bien d'anéantir les marchés devant les institutions bancaires pour avoir des crédits en cas de difficultés budgétaires ou bien en cas de difficultés financières par les entreprises, d'avoir des crédits, mais bien sûr pour préserver, mais en préservant bien sûr le droit aux administrations, bien sûr, et sous le contrôle des contrôleurs financiers ou bien des contrôleurs assignataires. Bien sûr, il y a bien sûr les conditions qui sont mentionnées bien sûr par le DAIR. Mais en fait, quand ça reste un droit, mais un droit bien sûr que l'entreprise peut jouir de ce droit, mais des conditions très réservées et très strictes, parce que c'est très difficile d'anéantir un marché devant une institution, parce que l'entreprise ne possède pas le marché. Le marché, c'est une position de l'administration. Alors, qu'est-ce qu'il va anéantir? Et malgré ça, pour faciliter la tâche à l'administration, aux entreprises, le législateur est là, donné à travers le DAIR relatif au nantissement du marché, la possibilité d'anéantir le marché par l'entreprise co-contractante avec l'administration, mais des conditions, dans des conditions qui sont énumérées par le DAIR relatif au nantissement du marché. Alors, il a aussi le droit aux avances. Une fois, par exemple, il
il a des difficultés budgétaires et que le bordereau estimatif des prix et le CPS, il montre c'est-à-dire la manière de paiement. Soit le paiement des décomptes, soit il va se faire d'une manière trimestrielle, ou bien semestrielle, ou bien annuelle, ça dépend de modalités de paiement, mais s'il y a des difficultés, il a le droit aux avances. C'est-à-dire l'administration peut lui donner des avances dans le cadre c'est-à-dire pour lui faciliter la tâche. Parfois, l'administration aussi jouit d'un droit, parce que quand on parle des prérogatives de l'administration, parmi ces prérogatives de l'administration, il y a le droit de résiliation. Le droit de résiliation pour motif d'intérêt général, il y a la résiliation pour sanction, il y a la résiliation par la force de la loi, il y a la résiliation après convoi de la mise en demeure. Mais parmi aussi les prérogatives accordées à l'administration, il a le droit de réduire la masse des travaux, ou bien de diminuer la masse des travaux, ou bien d'augmenter la masse des travaux. Mais parfois l'administration, il peut diminuer d'une manière excessive la masse des travaux. À cette fois-ci, le contractant avec l'administration, il a le droit de demander la résiliation des contrats à son initiative. C'est lui qui présente la demande pour l'administration pour faire la résiliation du contrat. Bon, c'était les droits et les obligations accordées aux contractants avec l'administration. Maintenant, on va essayer bien sûr, d'étudier et de mentionner quelles sont les prérogatives accordées à l'administration. Alors, l'administration, il a le pouvoir de contrôle, de direction, je parle. La première fois, on parle de la direction, après on va parler du contrôle. Alors, comment l'administration dirige le marché? Parce qu'il y a une différence entre direction et contrôle. Alors, comment l'administration, elle dirige le déroulement du marché? La première des choses, il y a la technique qui est très connue, c'est la technique de l'ordre de service. Alors, l'ordre de service, elle est répartie entre 3 types d'ordre de service. Il y a l'ordre de service de commencement des travaux, il y a l'ordre de service d'arrêt des travaux, il y a l'ordre de service de reprise des travaux. Alors, le co-contractant avec l'administration ne peut jamais commencer les travaux une fois qu'il n'a pas reçu l'ordre de service. Malgré que le contrat il est conclu, alors il ne peut pas commencer les travaux puisqu'il n'a pas encore reçu l'ordre de service de commencement. Alors, parfois pour des nécessités, l'administration il peut lui envoyer un ordre de service d'arrêt des travaux. Alors obligatoirement, il doit s'arrêter. Une fois l'administration il va décider, ou bien il va apprécier que le motif qui a poussé l'administration à arrêter les travaux, il est disparu, à ce moment-là, il peut lui envoyer un autre ordre de service qu'on appelle arrêt de reprise des travaux. Alors, la technique de l'ordre de service, c'est une technique très importante. Commencement, arrêt, reprise. Commencement, arrêt, reprise. C'est à travers la technique de l'ordre de service que l'administration, il dirige les travaux. La deuxième technique, c'est la personne qui est chargée par le maître d'ouvrage à suivre le marché. Parce que un marché qui est conclu par un maître d'ouvrage, une fois on parle d'un maître d'ouvrage, c'est qui? C'est l'administration, l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales. Bien sûr, l'administration, elle est représentée par des personnes. Bon, pour chaque personne, il y a la représentativité de l'administration. On parle du président de la commune, c'est lui qui représente la commune dans la vie civile. Mais pour l'établissement public, il y a le directeur. Pour les services de l'État, il y a le ministre ou bien les personnes que le ministre il peut déléguer cette compétence. Mais le maître d'ouvrage ou bien l'ordonnateur, une fois on parle de maître d'ouvrage, on comprend l'ordonnateur, c'est-à-dire la personne qui est chargée d'exécuter budgétairement, et c'est lui qui a lancé le marché, c'est-à-dire celui qui représente l'administration. Il va nommer une personne qui va être chargée de suivre
l'exécution du marché sur terre. C'est lui qui va faire le suivi, c'est lui qui va apprécier et c'est lui qui va contrôler et c'est lui qui va nous dire dans quelle mesure le co-contractant avec l'administration respecte la législation, respecte le CPS, respecte toutes les mentions qui faisaient objet de contrat de marché. À travers quoi? À travers, bien sûr, les réunions de chantier, à travers les recommandations qui sont citées dans le... Parce que quand on parle de la réunion de chantier, c'est une obligation. Une obligation, par exemple, dans les marchés des travaux, il y a un marché, il y a un chantier. Alors, dans chaque chantier, il y a des obligations personnelles qui s'imposent pour le contractant avec l'administration, qui sont des mesures ou bien des obligations relatives au chantier. Alors, parmi les obligations, il y a ce qu'on appelle un cahier de chantier. Alors, un cahier de chantier doit être pris nécessairement par le contractant avec l'administration. Alors, dans ce cahier de chantier, il y a une réunion, soit hebdomadaire, soit au niveau de 2 semaines. Alors, on va mentionner tous les remarques qui sont soulevées par la personne qui est chargée de suivre le contractant. Et parfois, cette personne, ou bien d'autres personnes que le maître d'ouvrage peut les nommer pour consultation, soit parmi les personnels qui sont dans son administration, ou bien il peut faire appel à des bureaux d'études, ou bien à une autre compétence pour faire le suivi du marché. Alors cette personne, bien sûr, il a une grande importance. C'est lui qui signe les décomptes. C'est lui, c'est pas les décomptes, les attachements. C'est lui qui signe dans les cahiers de charges. C'est lui qui signe le PV de réception où il y a la mention service fait pour commencer le calcul de décompte pour préparer le décompte soit provisoire, soit le décompte général et définitif, comme on va voir. Alors, une autre technique, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage délégué. Parfois, on parle de la maîtrise d'ouvrage délégué. Qu'est-ce qu'on prend par un maître d'ouvrage délégué? Mais il y a un maître d'ouvrage. Parce que le décret, il parle d'un maître d'ouvrage. Par exemple, la commune urbaine va passer un marché de la construction d'un bâtiment ou bien d'un édifice administratif. Alors, le maître d'ouvrage, c'est la commune urbaine. Alors, c'est elle qui est responsable, c'est elle qui va nommer la personne, c'est elle qui va nommer son équipe, des ingénieurs, des techniciens, des architectes. Mais il y a la possibilité de nommer une autre personne à travers la conclusion d'un autre type de contrat, ça s'appelle le contrat de la maîtrise d'ouvrage délégué. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, cette technique contractuelle, elle trouve son applicabilité c'est-à-dire dans la vie des collectivités territoriales. Par exemple, une commune rurale, dans le monde rural, parce qu'on ne parle plus aujourd'hui des communes ruraux, parce qu'on a savait avec la Constitution de 2011, on ne parle plus de cette différenciation. Mais une commune, par exemple, dans le monde rural, ou bien une commune dans une petite ville qui vient de lancer un grand marché de construction d'un édifice ou bien d'un monument historique, alors elle est incapable de faire le suivi avec une grande entreprise, puisque vous savez, on sait toujours que même que le personnel des collectivités territoriales n'est pas assez qualifié comme le personnel des établissements publics ou bien le personnel de l'État. Alors, les communes, ils peuvent passer des contrats de la maîtrise d'ouvrage délégué avec un autre organisme de droit public. Par exemple, la plupart des contrats de maîtrise d'ouvrage délégué, ils sont passés par l'APDN, par exemple, ici dans la zone du Nord. L'APDN, c'est l'Agence de promotion et de développement des provinces du Nord. Et là, les personnes compétentes, il a la qualité, il a la maîtrise, il a tout ça. Alors, il va exécuter le marché au nom de cette commune. Alors, il y a un autre type de contrat qui s'appelle le contrat de la maîtrise d'ouvrage délégué. C'est une technique, c'est-à-dire on parle de la direction. Ça, comment l'administration, elle dirige. Comment l'administration, elle dirige l'exécution du marché. Maintenant, comment il contrôle? Alors, le contrôle
du marché, le contrôle, on ne parle pas d'une manière générale du contrôle du marché, parce qu'on va voir dans le deuxième ou bien le troisième chapitre le contrôle du marché, ça c'est autre chose. On va parler du contrôle juridictionnel, budgétaire, institutionnel, administratif, politique et tout ça. Non, on parle du contrôle des maîtres d'ouvrage dans le cadre du lien contractuel, dans le cadre de l'exécution du contrat. Alors, comment l'administration contrôle l'exécution du contrat? On a dit, il y a toujours le délai d'exécution. Il y a le délai d'exécution, bien sûr, dans chaque marché, il y a un délai d'exécution. Alors, une fois ce délai d'exécution n'est pas respecté, alors on ne doit pas, bien sûr, résilier le contrat, mais on doit infliger des sanctions, ce qu'on appelle les pénalités de retard. C'est-à-dire pour protéger et pour préserver l'intérêt général. C'est-à-dire, vous êtes contractant avec l'administration aujourd'hui, ok, mais vous avez tiré les documents avant de se missionner, vous avez étudié le marché, soit dans son côté technique, financier, et aussi vous avez accepté l'exécution dans un délai de 6 mois ou bien d'une année. Alors, vous êtes appelé, monsieur, à respecter le délai. Alors, une fois vous n'avez pas respecté le délai contractuel qui est cité dans le contrat, alors il y a, bien sûr, des pénalités de retard. Bien sûr, les pénalités de retard, comme les intérêts moratoires et comme les révisions du prix, ils sont calculés en fonction d'une opération arithmétique, selon une équation. C'est-à-dire qu'il est calculé, ça dépend parce qu'on ne va pas appliquer les mêmes pénalités pour tous les marchés. Par exemple, ça dépend de l'importance du marché, ça dépend du montant réservé au marché, ça dépend aussi, un petit marché, c'est pas un grand marché. Alors, c'est pour ça qu'il y a une équation qui fait le calcul. Alors, une fois, bien sûr, cette opération, elle est faite, on a calculé les intérêts, les pénalités de retard. Ces pénalités de retard, bien sûr, font l'objet d'un prélèvement automatique des comptes qu'on doit payer en contractant avec l'administration. Bien sûr, ce prélèvement, il est fait, bien sûr, par le comptable assignataire. Ce n'est pas par l'ordonnateur, parce que l'ordonnateur n'est pas, bien sûr, il a une mission d'ordonnancement et d'engagement. Mais le paiement, c'est-à-dire le contrôle budgétaire dans sa phase d'ordonnancement et dans la phase de la régularité et la légalité, elle est effectuée par le contrôleur de l'État. Et ce qu'on appelle le contrôle assignataire, c'est-à-dire le contrôleur, ou bien le contrôle qui est chargé de payer les décomptes, ou bien de payer la dépense en général. Alors, il y a une autre prérogative, et la prérogative la plus dangereuse et la plus importante accordée à l'administration, et qu'on ne la trouve pas dans les autres contrats, c'est la modification de la masse des travaux. Alors, l'administration, bien sûr, elle a le droit, pour motif d'intérêt général, ou bien il a un pouvoir d'appréciation, mais à condition, bien sûr, d'en motiver. Parce que, quand on parle des prérogatives de l'administration, mais quand on parle des pouvoirs d'appréciation, il a le droit d'exercer ses prérogatives. C'est vrai, on reconnaît ça à l'administration en matière contractuelle, c'est-à-dire le contrat administratif. On parle du droit de sanction, du droit de contrôle. Tous ces prérogatives, il a le droit de les exercer parce que le contrat il est lié avec le service public. Mais le pouvoir d'appréciation accordé à l'administration, à son tour, il est assujetti au contrôle de la légalité qui est exercée par le juge administratif, étant que juge protecteur de droits et libertés. Alors, l'administration, il a le droit c'est-à-dire de réduire la masse des travaux,
de diminuer la masse des travaux. Mais si cette diminution, bien sûr, dépasse un seuil qui est très élevé, par exemple s'il dépasse 50%, à ce moment-là, on ne peut pas concevoir l'exécution du marché. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage va se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le marché. Alors, à son tour, il a le droit de demander la résiliation du marché. Parfois, l'administration, il a le droit de résilier le marché pour un motif d'intérêt général. Alors, l'administration, il va envoyer une lettre de motivation que le marché, une lettre de résiliation que l'administration, il a bien sûr décidé de résilier le marché pour un motif d'intérêt général. Bien sûr, on a dit que le motif d'intérêt général. C'est très difficile, bien sûr, de présenter une définition de l'intérêt général, parce que l'intérêt général s'inscrit dans le pouvoir d'appréciation, et c'est bien sûr, c'est parmi les notions de droit administratif qui forment, bien sûr, qui nous donnent la différence entre le droit administratif et le droit civil. Mais comme je viens de dire que ce pouvoir d'administration, il est assujetti au contrôle de la légalité. Aussi, il y a la possibilité, bien sûr, il y a aussi le pouvoir de résiliation après mise en demeure. Par exemple, une fois que le co-contractant avec l'administration ne respecte pas ses obligations, à chaque fois, il ne respecte pas ses obligations, soit le délai contractuel, soit il ne respecte pas les remarques mentionnées par la personne chargée d'exécuter, chargée de suivre le marché, soit dans les mentions qui sont citées dans le cahier de chantier. À ce moment-là, on peut passer à la résiliation, mais le CCAGP, il a obligé l'envoi de la mise en demeure. On va vous envoyer la mise en demeure, il va vous donner un délai pour ajuster et pour s'assurer bien sûr des remarques qui sont données aux contractants avec l'administration. Alors, une fois que vous n'avez pas respecté les recommandations, à ce moment-là, on va passer à la résiliation. Aussi, il y a un cas de figure de la résiliation. Il y a la résiliation de plein droit. Alors, la résiliation de plein droit, bien sûr, bien sûr, c'est comme les exemples que je viens de donner. Par exemple, la mort des co-contractants avec l'administration, il n'y a pas une possibilité des ayants droit d'exécuter le contrat. La difficulté, il y a aussi une impossibilité d'exécuter le contrat, par exemple, pour des raisons de difficulté. Bien sûr, il y a aussi les clauses qu'on appelle les clauses extra-contractuelles qui donnent la possibilité ou bien le droit à l'administration de résilier le contrat. Ces clauses extra-contractuelles, pourquoi on dit extra-contractuelles? Extra-contractuelles sont hors de la volonté des contractuels des deux parties. Par exemple, le cas des inondations, le cas des catastrophes naturelles, les cas des pandémies, les cas de guerre, alors, sont des raisons, ce qu'on appelle le fait de prince, les ségestions imprévues et la force majeure. C'est-à-dire, ce sont des événements qu'on peut les classer par ce qu'on appelle, qui portent des aléas, soit des aléas administratifs, des aléas techniques, ou bien des aléas économiques. Alors, ces raisons extractuelles, bien sûr, sont qualifiées comme des raisons qui donnent, bien sûr, la possibilité à l'administration, bien sûr, de recourir à la résiliation. Alors, il y a, bien sûr, comme on a oublié de citer, la résiliation comme sanction, c'est le cas de la mise en demeure, mais il y a une possibilité qui est donnée au maître d'ouvrage
une fois on va passer à la résiliation après mise en demeure, parce que la résiliation après mise en demeure, comme elle était prévue, comme elle est prévue par le CCAGT, on envoie la mise en demeure et on lui donne un délai pour exécuter et pour exécuter les remarques. Une fois il ne va pas accepter, à ce moment-là, on passe à la résiliation. Mais pour sauver le marché, parce que même dans l'administration ne s'inscrit pas dans son intérêt de résilier le marché. Parce qu'une fois on va résilier le marché, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va être obligé de lancer un autre marché. Ou bien on va saisir le juge administratif. Si on va saisir les juridictions administratives ici au Maroc, on va trouver plusieurs dossiers, plusieurs recours en matière des marchés publics que l'administration ne donne pas suite. Alors l'administration n'est pas dans son intérêt de recourir au litige. C'est pour ça qu'on va avoir dans la deuxième partie les modes alternatifs de règlement des litiges et l'arbitrage et la conciliation conventionnelle et tout ça, et le recours administratif, c'est-à-dire pour sauver les marchés. Alors parmi les techniques qui étaient prévues par le CCAGT, je pense l'article 70 ou 71, qui a donné la possibilité au maître d'ouvrage d'instaurer ce qu'on appelle la régie, c'est-à-dire de résilier le marché et de créer une régie qui va être chargée d'exécuter le marché, c'est-à-dire qu'on va absenter le co-contractant, mais on va créer une régie, comme la régie de dépenses ou bien la régie de recettes, on va créer cette régie qui va être chargée d'exécuter le projet jusqu'à la fin. Après, bien sûr, on va liquider le marché de son côté financier et budgétaire. Bon, voilà, on a essayé bien sûr de donner premièrement notion générale sur la notion du marché et les difficultés qui sont liées à la définition du contrat du marché, c'est bien sûr son rapport toujours avec la notion de service public qui à son tour il connaît toujours des difficultés et évolutions bien sûr dans sa notion. Après on a essayé de présenter les types de marché admettant plusieurs critères, le critère de mode de passation et le critère de mode d'exécution, le critère de prix et le critère de l'objet. Et aussi on a essayé de donner quelques exemples, de présenter l'approche procédurale en matière de marché public, c'est-à-dire l'appel d'offres, la commission des vertus et des plis, le choix, la notification, l'approbation et l'exécution, et quels sont les droits accordés aux contractants avec l'administration et les prérogatives accordées à l'administration, et bien sûr quelles sont les prérogatives, et aussi tout ça bien sûr sous le contrôle du juge administratif. Ça on va le voir dans le dernier chapitre en matière de contentieux du marché public, qui va être réparti en contentieux contractuel et contentieux pour excès de pouvoir.